Ah, À toi, Thomas. on est bon. Très bien. Donc ce soir, nouvelle intervention. Cette fois-ci, on a Alexandre avec nous, agent, qui est en plus de ça ancien basketteur professionnel, et donc qui ce soir va nous parler un petit peu de son métier d'agent, mais aussi et surtout de la gestion d'une carrière sportive. Et comme je vous le disais hier, ça peut très bien concerner des joueurs comme des entraîneurs aussi, euh, puisque la carrière sportive ne s'arrête pas forcément au terrain, mais peut aussi être sur les abords. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, avec le petit onglet en haut. Thomas, on t'a perdu ton Coupé, voilà, son est coupé. Ouais. c'est revenu. Donc je disais, s'il y a des questions, n'hésite pas à utiliser le petit bouton, et puis au fur et à mesure, eh bien, je poserai les questions à Alexandre. Alex, c'est à toi. Salut, comment ça va? Écoute, ça va, ça va. Merci en tout cas pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Euh, je vais essayer d'écrire au mieux en fonction de vos questions et voir ce que je peux vous raconter. Super. Bon, je pense que l'idéal, c'est que tu commences un petit peu par te présenter et présenter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à devenir agent de joueurs et de joueuses et d'entraîneurs. Voilà un petit peu le cheminement, et puis on verra après s'il y a des questions et on embraye sur autre chose. D'accord. Alors, j'ai été professionnel pendant à peu près une quinzaine d'années. J'ai évolué de la Pro A jusqu'à la N2. J'ai commencé jeune par un club de Saint-Nicolas-les-Arras. Donc, comme beaucoup de joueurs, on commence dans les petits clubs. Par la suite, j'ai intégré le sport-études de Ливin. Ensuite, au centre de formation du Mans. J'ai signé mes premiers contrats professionnels au Mans. Et après, j'ai commencé à bouger ensuite, où j'ai navigué entre la N1, la Pro B. Et sur mon dernier contrat, sur un projet de montée de N2 jusqu'en N1, qui était à Orchies. Voilà. Après, sur mon dernier contrat, j'ai passé ma licence d'agent avant même de finir mon contrat, parce que je voulais me donner le choix et l'opportunité d'arrêter ou non ma carrière. Je ne voulais pas continuer à jouer pour jouer, en fait, parce que j'ai vu pas mal de joueurs justement qui n'avaient pas préparé l'après-carrière et qui poussaient année après année sans même avoir de plaisir sur le terrain. Et je ne voulais pas être dans cette option. Donc j'ai passé ma licence, j'ai terminé ma dernière année de contrat et après je me suis lancé en tant qu'agent. Et là, ça fait à peu près une dizaine, bientôt 10 ans que je suis agent. Je remets le micro. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette licence d'agent? Comment on devient agent? Euh, c'est un examen, c'est une formation? Comment ça se passe un petit peu, on va dire déjà d'un point de vue pratico-pratique? D'accord. La formule a un peu changé là, actuellement par rapport au moment où j'ai passé la licence. Mais le concept reste le même, c'est une épreuve qu'on passe, une licence qu'on passe à la Fédération française de basket. Elle est constituée, c'est un examen, elle est constituée de deux parties. Une partie droit, donc ça peut être droit des contrats, droit des sociétés, droit de la sécurité sociale, il y a de la fiscalité, il y a le code du sport. Et donc cet examen, il faut au moins avoir 10. Et il y a une deuxième partie spécifique basket, où c'est plus du règlement, mais par exemple, j'ai un joueur en centre de formation de 19 ans, euh, que peut lui proposer son club l'année suivante. Ou j'ai un joueur bosniaque qui doit arriver en France, quels documents faut-il pour le qualifier? Ou quelles sont les périodes d'homologation?
c'est plus du spécifique basket. Et à mon époque, il fallait avoir 14. Je crois que c'est pareil encore actuellement. Soit on y arrive vraiment en candidat libre, soit certaines personnes passent par des sociétés qui préparent au diplôme d'agent. Mais par contre, voilà, le reste, l'examen se passe à la fédération. Ok, très bien. Donc, tu parlais d'un cheminement vers une reconversion, en fait. Tu as anticipé un petit peu cet aspect-là de la carrière, parce qu'on sait qu'une carrière de sportif, ça dure un temps. Exactement. Est-ce que très, très vite, le métier d'agent, ça t'est apparu comme une évidence? Une évidence, quand j'ai eu mon bac, en fait, je suis passé directement pro. Là, j'ai arrêté les études. Et au bout de à peu près 6 ans, le fait de faire que du basket, au bout d'un moment, ben, on tourne un peu en rond. Il n'y a pas d'échappatoire, surtout quand c'est des saisons un peu en deçà. J'avais besoin de faire autre chose. Donc, j'ai opté un cursus où j'ai fait une remise à niveau physique, chimie, biologie pour passer à BTS diététique. Donc, j'ai fait tout ça par le CNED. Mais après, c'est une voie que j'ai laissé tomber. Euh, j'ai fait encore 2 ou 3 ans pareil où en repartant que sur le basket. Et sur mon dernier contrat, je me suis blessé. J'ai signé 3 ans, j'arrive au club. Les 5 premiers mois, je suis out pour un problème de genou. Et on me dit en gros que ma carrière, ça va peut-être maintenant, tu vois. Bon, tu n'es peut-être pas préparé à ce qu'on te dise ça à 28 ans. Bah, tu cogites vraiment et tu te dis en gros, qu'est-ce qui te botte, quoi, parce que tu fais un métier qui te plaît et tu n'as pas envie de partir sur un métier où tu ne vibres pas, quoi. Ouais, si tu n'as pas le choix, ok, il n'y a pas de problème. Mais derrière, j'avais encore mes 2 années de contrat qui me permettaient de réfléchir. Mais directement, c'est mon agent Vincent Chamoulot à l'époque là qui m'a interpellé en me disant que pour lui, j'avais les traits de caractère pour accompagner et être agent sportif. Et en l'évoquant autour de moi auprès des joueurs, tu vois, ils m'ont conforté dans le fait que eux aussi, ils me voyaient bien dedans, quoi. Et sont petit à petit, ça a fait son cheminement et je me suis rapproché auprès du syndicat national des joueurs qui m'ont aidé par rapport aux démarches, par rapport à passer les licences. Et voilà. C'est comme ça que je me suis lancé pour avoir l'examen. Ok, ok, ok. Bon, on va aborder un petit peu plus le cœur du sujet, entre guillemets, maintenant qu'on a un petit peu compris, toi, ton cheminement, un petit peu comment on devient agent, même si on a été très vite, hein, mais Ouais, on comprend bien que voilà, c'est un examen qu'on peut préparer, soit une formation, soit voilà, du passage en candidat libre. Euh, pour info, D'ailleurs, l'âge de l'examen, c'est à peu près 10% de réussite, peut-être, quelque chose comme ça. Tout sport confondu en France. d'accord, ça c'est une donnée intéressante s'il y a quelques personnes qui écoutent et qui rêvent de ce métier. Ouais. Voilà, il y a peut-être des choses un petit peu plus compliquées. On, on avait mis en titre de l'intervention, hein, quand on avait échangé là-dessus, la gestion un petit peu de carrière. Ouais. Toi, si tu avais des conseils, des choses importantes à mettre en avant pour voilà, avoir une carrière qui se passe le mieux possible, qui ait la meilleure évolution du début, on va dire, des prémices, Mhm. avant le premier contrat pro. Hein, on parlait tout à l'heure de centre de formation, etc. Le passage justement sur les premiers contrats pro et la carrière pro. Et, parce que tu l'as abordé aussi, la fin de la carrière Mhm. et la deuxième carrière, hein, parce que globalement, voilà, on sait que sur le basket en France, c'est compliqué, voire impossible pour la majorité des joueurs de vivre jusque la retraite de leur salaire de basketteur. Donc il faut tout ça. Donc est-ce que toi, tu peux
voilà, donner deux, trois, on va dire conseils, deux, trois choses qui te semblent importantes sur les différentes étapes d'une carrière de joueur. D'accord. Déjà, on va diviser la carrière en trois étapes. On va dire il y a la formation. Après la formation, pour moi, ça ne s'arrête pas le jour où tu signes ton contrat pro. Ça s'arrête à peu près 2-3 ans après. Parce que même quand tu arrives pro, tu as encore des codes à connaître et tu es toujours en progression. Tu commences à jouer contre des gabarits contre lesquels tu n'as jamais joué. Donc tu as encore quelques années d'apprentissage. Après, donc je veux dire, si on prend chez les garçons, allez, 23-24 ans, parce que par exemple, si on regarde les Américains, on sait qu'ils sortent de l'université, ils ont 24 ans, tu vois. Ils se sont en formation encore. Après, donc je dirais à peu près par là. Après, on va dire il y a le corps de la carrière, où en gros, au niveau physique, on est on va dire au top. Et au niveau QI basket, on a quand même un socle assez solide. Voilà, ça va durer allez, entre 24 et 24-25 jusqu'à 32-33 ans. Et après, il y a la fin de carrière où justement, on a moins de capacité physique, mais par contre, on a un gros bagage basket, basket. On va jouer plus sur l'expérience que sur du duel, par exemple, contre un, des choses comme ça. Et généralement, même si ça serait bien de le faire avant, mais généralement, c'est à partir de ce moment-là où on dit, bah, tiens, la carrière arrive, il faut que je commence à préparer quelque chose. Donc voilà. Après, pour les femmes, on va dire, on décale tout ça de quelques années, dans le sens où c'est bête à dire, mais elles sont plus matures. Elles comprennent vite que le basket, c'est pas pour toute la vie, que la plupart continuent leurs études, même en jouant sur la Ligue 2 ou de la Ligue. Euh, donc elles sont beaucoup plus posées, tu vois. Et après, il y a aussi le fait que vers la trentaine, généralement, beaucoup se posent la question de continuer ou non, tu vois. Tandis que les garçons, on va dire plus à 34-35, il y a un petit décalage de 5 ans. Après. Donc voilà. Après, si, ça c'était juste pour mettre en forme la division de carrière. Quelques conseils. Premier conseil que je donnerais, c'est déjà avoir une vision. Avoir une vision de ce qu'on veut faire dans le basket. Ok, si à 14-15 ans, on ne le sait pas, on est là pour s'amuser, c'est très bien. Quand on arrive à 17-18 ans, là, il faut déjà savoir si on veut vraiment faire carrière. Mais après, carrière, c'est ça, ça peut être différent pour chacun, dans le sens où l'objectif est différent. Il y en a, ça va être gagner des titres, d'autres gagner de l'argent, d'autres avoir les deux, d'autres juste faire plaisir et pendant quelques années et vivre de sa passion. Voilà. Après, il n'y a pas de, il ne faut pas mettre le joueur qui dit je veux gagner des titres au-dessus du joueur qui dit je veux juste faire de l'argent ou juste vivre de ma passion. Ça, c'est vraiment des choix individuels et il faut juste être en accord avec soi-même. Voilà, donc je vais dire, ouais, vers 17-18 ans, il faut quand même savoir ce qu'on souhaite. Après ça, une fois qu'on a défini son objectif, il faut mettre des choses en place, des étapes. Par exemple, si c'est un niveau de jeu qu'on veut atteindre, il faut se dire comment je vais faire pour y arriver. Donc, ça va être voilà, sur les premiers choix de carrière, est-ce que vaut mieux que je privilégie un niveau moindre mais plus de temps de jeu ou directement essayer d'être au niveau que je souhaite avec moins de temps de jeu mais faire plus mes preuves. Est-ce que finalement est-ce que c'est pas mieux d'avoir moins d'argent mais avec un rôle plus important
dans telle équipe que dans telle autre. Tu vois, c'est des choix comme ça. Il y a ces choix-là. Après, je dirais qu'il y a tout ce qui est mis en place. Donc, ça va être tout ce qui est mis en place au niveau d'entraînement, de la nutrition, du repos, tout ce qu'on peut être accompagnement mental, par exemple, par le préparateur physique. Il faut s'entourer en fait de personnes qui sont là pour nous aider. Ouais. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Quand on a mis tout ça en place, c'est surtout avoir de la rigueur. Parce que c'est facile de se dire je vais faire ça pendant une semaine, un mois, tu vois. Mais en fait, il faut le faire année après année et tout le temps. C'est ça le plus dur. On se dit, quand on regarde un match, on se dit, ça a l'air facile, s'ils s'amusent, c'est du basket, voilà, par exemple. Mais ce n'est pas le match le plus dur, en fait. C'est tout ce qu'on a mis à l'entraînement pendant la semaine et qu'on répète semaine après semaine, année après mois après mois et année après année, qui fait qu'on n'y arrive ou pas, tu vois. C'est pas. Je continue de dire que le sport de haut niveau, c'est un style de vie. C'est pas juste allez, on y va, on verra bien ce que ça donne, tu vois. C'est vraiment le côté. On vit un peu à l'envers du reste de la société. Donc ça, il faut le savoir. Et on nous demande la vie de sportif de haut niveau, ça n'arrête pas au moment où on sort de l'entraînement. C'est le soir chez toi, qu'est-ce que tu fais, combien de temps tu dors, qu'est-ce que tu vas manger. Le mec qui travaille, je ne sais pas, dans l'assurance, qui fasse la bringue tout le week-end, qui se mette 1 litre de whisky dans l'estomac le samedi soir, limite, c'est dommage pour lui, mais ça n'a pas forcément d'impact directement sur son job, tu vois. Donc voilà, après sur le reste, c'est surtout, après qu'on a mis tout ça en place, c'est aimer ce qu'on fait. Malheureusement, il y a encore beaucoup de joueurs qui, dès les premiers âges, leur jeune âge, commencent à sont bons dans ce qu'ils font, tu vois. Mais il n'y a pas de. C'est facile, on s'amuse, voilà. Après, on commence à les repérer. Ah, tiens, viens dans une formation. Après, tiens, il est pas mal. Tiens, tu commences à signer un premier contrat. Et il commence à être, pas embrigadé, mais il rentre dans limite dans un petit rouleau compresseur. Et en fait, ils avancent sans savoir pourquoi. Mais au fond d'eux, ils passent de club en club, de contrat en contrat, mais si on leur demande vraiment, finalement, c'est parce qu'ils n'aiment pas le faire. Donc, je dirais que, comme pour tout travail, parce que c'est un travail, il faut aimer ce qu'on fait. Autant s'entraîner, autant avoir une vie un peu à l'envers des autres, autant avoir cette rigueur, cette remise en question. C'est pas forcément évident et tout le monde ne peut pas le faire. Mais comme on dit, il faut autant aimer le processus que l'objectif. Ok. Donc si je résume bien ce que tu viens de nous dire, il y a une première chose, c'est savoir se fixer un objectif et être en adéquation avec celui-là. Voilà. Effectivement, il n'y a pas que un style de carrière en fait, et tout le monde peut avoir différents objectifs. Le tout, c'est de l'assumer et surtout d'être en adéquation avec ça. Le deuxième point important, c'est de connaître un petit peu c'est un terme un peu fort peut-être, mais le prix à payer pour une telle carrière. J'avais un collègue avec qui je travaillais qui souvent répétait que le sport de haut niveau, c'était une vie de sacrifice. C'est ça. Si on voulait perdurer, parce que comme tu l'as dit aussi, faire une saison,
à haut niveau. Alors, on ne va pas dire que tout le monde peut le faire, mais en tout cas, un plus grand nombre, une saison, c'est peut-être possible. Mais durer, c'est beaucoup plus complexe. Alexandre, t'as perdu? Ouais, on a perdu Alexandre, je Ouais, pense. ça a coupé là. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, on parlait de un petit peu cette vie de sacrifice et de, oui, le faire sur une saison, pourquoi pas. Maintenant, avoir une carrière, on parle de plusieurs saisons. Donc, répéter les choses, répéter une pré-saison, répéter une saison, etc. C'est vrai que c'est compliqué, donc il faut être prêt à ça. Ça, c'était le deuxième message, hein, si je résume un petit peu. C'est ça. Et puis, le troisième, c'est aussi savoir s'entourer. Tu l'as dit. Et justement, dans l'entourage, euh, l'agent, je suppose, hein, on va On fait pas tout partie. Ouais. dévoiler, a fait partie et a son importance. Quel est un petit peu, selon toi, justement, l'importance que peut avoir l'agent dans cet accompagnement tout au long de la carrière du joueur ou de la joueuse? Premièrement, un rôle d'écoute, tout simplement. Il apporte après son expérience. Je parle pour ma paroisse, mais j'ai été joueur. Je sais ce que c'est de faire une bonne saison, je sais ce que c'est de faire une montée, je sais ce que c'est d'avoir un titre. Et je sais aussi ce que c'est de se blesser. Je sais aussi excusez-moi, je sais aussi ce que c'est de passer à côté d'une saison, d'attendre un contrat qui n'arrive pas. Donc c'est aussi tout là qu'on apporte aux joueurs. Voilà, c'est des conseils, c'est les orienter vers des professionnels. Même si par ma carrière, je, je sais à peu près voilà, ce qu'il faut faire au niveau physique. C'est pas mon métier, je suis pas préparateur physique. Ça peut être superficiel, mais quand j'ai besoin de vrais conseils, je passe par un professionnel. Comme je l'ai dit dans l'examen, on est, on a fait beaucoup de droits pour passer l'examen, mais je ne suis pas avocat non plus. Donc c'est ça, c'est apporter tout ce réseau-là de professionnels. Par la suite, c'est faire justement ce plan de carrière, savoir pourquoi on fait tel choix. C'est, comme on dit, on ne va pas dans un club pour aller dans un club. Euh, c'est parce qu'il faut valider une étape pour aller au prochain objectif. Et en fonction du moment de sa carrière, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Voilà, après, c'est, comme on dit, on va dire, c'est un pack l'agence, normalement, ça doit être un pack confiance. Après, ce que je veux préciser, c'est que l'agent, il y a différentes méthodes de travail. Chaque agent travaille différemment. Voilà. Ça, donc après, c'est aussi au joueur de trouver l'agent qui lui correspond. Ça, je pense que c'est important. Et c'est surtout la plus grosse valeur que le joueur doit avoir avec l'agent et que l'agent doit avoir aussi avec le joueur, c'est une confiance. C'est la confiance. Même si ça m'a coûté une fois de le dire à une joueuse, c'est que l'agent fait ce qu'il fait, donne ce maximum pour le joueur en dehors du terrain, mais quoi qu'il arrive, rien ne remplacera le travail du joueur ou de la joueuse sur le terrain. La première chose, c'est ça. Un agent, c'est pas un magicien, il faut le savoir. Il faut vraiment enlever ce côté Jerry Maguire. En gros, on n'est pas, dans un film, tu vois. La première chose, c'est ça, c'est le travail. C'est le joueur qui va se lever le matin pour aller à l'entraînement, pour mettre des choses en place. C'est ça qui fera que la personne arrivera à son objectif ou non. L'agent, c'est vraiment une aide. Comme on dit, c'est un métier. Communiquer avec les clubs, connaître sa valeur sur le marché, savoir qui encore, quelle place il reste sur tel ou tel niveau.
je ne vois pas un joueur décrocher et appeler 50 fois dans la journée pour savoir en gros où ça en est, quoi. Ça, les joueurs, limite, ils veulent juste le résultat, c'est ça. Mais ils ne voient pas que derrière, il y a tout ça. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on apporte. C'est tout ce travail de l'ombre pour aider au mieux le joueur à réussir son objectif. Et justement, parce que tout à l'heure tu parlais de conflit un petit peu avec une joueuse, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir avec des joueurs ou des joueuses un conflit au niveau de l'objectif? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un joueur par exemple qui va te dire, moi mon objectif aujourd'hui c'est d'aller en Jeep Elite et d'être champion de Jeep Elite. Et puis, donc vous allez déterminer un process pour aller Ouais. en Jeep Elite. Et puis, entre-temps, il y a peut-être un gros contrat qui va tomber, mais d'une division peut-être inférieure ou qui va te faire revenir en arrière sur le process. Et le joueur te dit, ah, en fait, je veux ça aujourd'hui. Mais je veux toujours aller là-bas, mais je veux ça aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent? C'est, ça arrive dans. Pas exactement comme ça, mais ça m'est déjà arrivé. Où tu te rends compte finalement que même si vocalement on t'annonce un objectif, au fond de la personne, c'est pas ça. Tu sais que s'il tend à aller vers cet objectif-là, euh, ça, ça n'ira pas. Et ça se manifeste dans le sens où, au moment où tu apportes ce package, ce résultat, ce club qui est à tel niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Et au final, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Pas... Donc, on t'envoie travailler pour quelque chose qui, au final, euh, n'intéresse pas le joueur. Donc, le conflit arrive après, quand toi, tu te rends compte de dire, mais c'est pas ce qu'on s'est dit. Tu vois, tu m'as jamais parlé de ça. Tu m'as pas jamais parlé d'être à côté d'être si proche de ta famille. On avait parlé de baisse de salaire, c'était pourtant dedans, mais non, ça va pas. Et, donc, les conflits arrivent sur les non-dits plutôt. C'est ce que c'est ce que je peux dire. Ok, ok. Bon, on a vu un petit peu donc le process hein, sur la carrière. Est-ce que tu as des conseils sur justement cette dernière partie de carrière où on va arriver proche d'une fin de carrière sportive et d'un début de reconversion? Pour toi, voilà, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place rapidement, de manière assez précise, et qu'est-ce que l'agent peut apporter là-dedans, justement? Ouais. Bah, je rebondis sur ce que tu as dit au tout début de l'entretien, où tu as dit que c'est compliqué en France de faire les études et le basket à haut niveau. C'est vrai et c'est pas vrai. Euh, Compliqué, oui. Impossible, non. C'est surtout que c'est pas fun. Parce que euh, j'ai des exemples où, surtout comme j'ai dit chez les femmes, des joueuses qui passent le CAPES et qui jouent en Coupe d'Europe. Voilà. Sauf que leur journée, c'est je vais en cours, je m'entraîne, je vais en cours, je m'entraîne et je rentre, je révise. Et on fait ça pendant toute l'année et après on passe et on répète ça jusqu'à temps d'avoir le diplôme. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas du tout forcément amusant. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même du temps. C'est ça qu'il faut. On ne demande pas à tout le monde d'être médecin ou d'être kiné ou chirurgien ou voilà. Mais il y a toujours des formations ou maintenant de plus en plus des écoles qui s'adaptent aussi au rythme des sportifs de haut niveau pour proposer des cursus qui sont adaptés. Après, voilà, une formation, ça peut être que sur 3 mois, que sur 6 mois. Il y a des choses. Après, c'est surtout, est-ce qu'on veut vraiment le faire ou pas?
C'est surtout ça. Il y en a très tôt se disent je ne vais pas attendre la fin pour trouver ce que je veux faire. Donc, limite, plus vite on valide et plus vite on a le temps de se consacrer purement au basket. Ça arrive souvent chez les joueuses, puisque généralement elles continuent leur cursus scolaire, universitaire, et vers 23-24 ans, elles ont leur diplôme, et après elles ont encore 6-7 ans pour jouer au basket. Tandis que chez les garçons, c'est l'inverse. On arrive généralement jusqu'au bac, on arrête, et c'est seulement quand on arrive vers la fin, ou après une blessure, où on se dit, ben, ah ouais, quand même, ça commence à piquer au niveau des genoux et au niveau du dos. Je vais peut-être penser à ce que je vais faire après. Et après, les gens, c'est plus dans l'urgence. Je ne dis pas pour tout le monde, mais voilà. Le pourcentage, on va dire que le pourcentage est beaucoup plus élevé et se fait beaucoup plus sur le temps d'essayant de passer des diplômes pour sauver les pots cassés, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais ça passe. Et que d'autres joueurs, ouais, à 27-28 ans, qui se disent bah non, moi je vais faire tel cursus, ça va me prendre un cursus qui se fait en 2 ans, moi je vais le faire en 3-4 ans. C'est pas grave, parce que le principe, c'est que quand j'aurai fini ma carrière, j'aurai validé ma formation. Ok. Et est-ce que toi, justement, en tant qu'agent, c'est quelque chose que tu essayes de mettre en place, que tu abordes avec tes joueurs, tes joueuses, ou c'est plutôt quelque chose qui vient de eux, ou toi, c'est quelque chose que tu provoques? Ça, comme je te dis, chez les femmes, ça se fait automatiquement. Chez les joueurs, ça se fait automatiquement. Euh, Quand elles te disent bah là, pour l'instant, je ne fais pas ou j'arrête, c'est que derrière, tu sais qu'elles ont déjà un bagage ou elles ont déjà prévu que à tel âge, elles vont reprendre une formation parce qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent faire après. Chez les garçons, c'est plus, ça arrive plutôt. Est-ce que je le provoque? Après, c'est ça, c'est tout la relation avec le joueur. Des fois, c'est vraiment simple. C'est vraiment quand c'est dans l'échange, c'est fluide. Automatiquement, ça revient dans la conversation. Euh, Après, ouais, je dirais que c'est arrivé vers la trentaine, tu vois, où on se dit, bah, justement, on bouge différemment, parce que des fois, on arrive, on a formé une famille, et bah, peut-être que déménager toute la famille à chaque fois, ça me met un peu la pression. Donc, en gros, est-ce que c'est pas le moment où il faut descendre de niveau, faire une formation, et éviter de bouger? Toi, c'est plus imposé, on va dire. D'accord, ok. Non. Donc là, on a abordé le deuxième point, hein, qui est un petit peu cette gestion après carrière, etc. Si maintenant, là, aujourd'hui, tu avais des conseils, on va pas dire des astuces, mais des conseils là, à tous ces jeunes joueurs qui sont aujourd'hui dans les centres de formation, etc., et qui aspirent à avoir une carrière professionnelle. Alors, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, Ouais. mais si tu avais deux, trois choses à leur dire et qui doivent retenir pour avoir, non pas passé professionnel, comme tu l'as dit, mais avoir une vraie carrière dans la continuité. Premièrement, déjà être à l'écoute. Euh, Limite, parfois, on arrive sur des joueurs qui, dès qu'on commence à échanger avec, euh, ont l'impression de tout savoir, en fait. C'est le côté frustrant. Limite, on t'apprend, moi, en tant qu'agent, des fois, c'est un joueur de 18-19 ans qui va m'apprendre mon métier. Voilà, comme après, je lui dis, mais tu sais, moi, l'expérience que je t'apporte, c'est que c'est ton cas multiplié par X personnes depuis X années, plus ce que j'ai vu en tant que joueur. Ça, ah bon, après, ça fait son chemin après. Déjà être à l'écoute, que ce soit de l'agent, que ce soit aussi
ce que j'aime bien, c'est que quand on arrive dans un club, c'est que les anciens, pour moi, ils doivent être là aussi pour transmettre leur expérience, leur réussite, mais aussi leurs erreurs. C'est ça. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Deuxièmement, c'est que se dire qu'une carrière, il n'y en a qu'une. Donc, de ne pas avoir de regret là-dessus. C'est tout mettre en place pour y arriver. La difficulté avec le sport de haut niveau, c'est que même en mettant tout en place, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc, si à la base, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu as encore beaucoup moins de chances d'y arriver. Donc, c'est déjà, pour ne pas avoir de regrets, c'est vraiment être sérieux. Voilà. Si ça dure, la carrière, elle dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais si on fait ce qu'il faut, peut-être qu'on n'aura pas atteint l'objectif qu'on souhaite, mais au moins on aura moins de déception. Voilà. Ok. On a une petite question là qui vient d'arriver. Ouais. On va en profiter. Est-ce que tu peux nous parler de la fin de ta carrière et comment tu as pu gérer ta blessure à Orchi? Alors j'arrive à Orchi 2008. On commence à faire la préparation physique. Là, on avait un stage et je ressens une douleur qui n'était pas forcément très grave, qui m'a joué dessus. Puis je venais de l'arrivée, j'avais signé 3 ans. Donc je dis, bon, ça la fout mal si je suis déjà arrivé. Donc même en tant que joueur, tu te mets la pression quoi, de réussir. Donc je fais toute la pré-saison, je commence à la saison et au bout de 3 matchs, je ne pouvais plus marcher tout simplement. Donc je vais voir le médecin et c'est là le médecin qui me dit, bah, écoute, là ta carrière elle s'arrête, 50% de chance que ta carrière s'arrête maintenant. Bon là on prend une claque, c'est pas prévu. Donc on essaye plusieurs protocoles qui fonctionnent pas. Dès que je reprenais, j'avais des douleurs dans le genou. Finalement, euh, je vais voir sur un autre spécialiste qui me dit, bah, en gros, là, tu as une rupture partielle du tendon, tu as une déchirure du tendon rotulien, tu n'as plus de cartilage dans le genou et tu as un problème, une inflammation au tendon sous-cono-occipital, juste au-dessus du genou. À la base, c'est pas grave, mais le fait d'avoir attendu, bah, c'est plus ça qui était l'erreur, où était l'erreur. Et donc, au bout de 4 mois de protocole qui ne fonctionne pas, je pars à Cap-Breton et j'y vais 3 semaines, je crois, et je reviens et j'ai fini la saison et j'ai fait mes 3 années, quoi. Mes 2 années et demie. Pareil, après, quand on a ça, entre jouer les récidives, on joue avec les ponctions, les infiltrations, le repos, et c'est là où on prend l'expérience. On dit, bah ouais, sur tel entraînement, bah, tu peux aller à fond, d'autres, il faut plus te préserver. Après, c'est des choses comme ça qui se mettent en place. Ok. Je regarde si on a une autre question qui est arrivée. Non, donc du coup, la blessure aussi, c'est voilà, c'est un élément un peu déterminant dans une carrière et c'est aussi, tout à l'heure on parlait de vie de sacrifice, toi qui as géré des carrières et qui as eu la tienne, c'est aussi savoir que le joueur pro, il va vivre avec ses blessures et ses douleurs et, et au début, ben voilà, ça paraît peut-être simple, mais je sais qu'à un moment donné, ben, quand tu les enchaînes, que tu disais tout à l'heure, hein, tu as du mal à marcher, etc., dans ta vie de tous les jours, c'est aussi des choses qui alertent par rapport à ça et qui sont des éléments à prendre dans une carrière. Ah oui, bah, le matin, quand tu te lèves et que tu peux pas marcher pendant les 10-15 premières minutes, tes tendons d'Achille sont un peu plus souples. Tu ne peux pas descendre les escaliers, tu passes ton temps, comme je t'ai dit, à faire des viscosupplémentations, des ponctions, des infiltrations. Tu passes de kiné à médecin. Mais à un moment, c'est compliqué. Et après, cela, c'est que
qu'en carrière, parce qu'après, tu as toutes tes séquelles après quand tu finis ta carrière. Moi, je finis ma carrière, j'ai plus de cartilage dans les genoux, j'ai une hernie discale, j'ai l'arthrose dans le bassin, j'ai l'arthrose dans le dos. Tu vois, après, si on me demande si je referais ma carrière, bien sûr que je la referais. Tu vois, il n'y a même pas d'hésitation là-dessus. Tu vis des choses tellement belles. Et je pense que plus que le niveau, le nombre de points, tout ça, c'est la façon dont tu la vis et la façon, tout ce que tu mets en place pour réussir. Tu vois, c'est ça. C'est limite un voyage avec toi-même. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y arriver, tu vois. Un exemple, tu fais des allers-retours tu fais des allers-retours au milieu de terrain, tu vas avoir trois types de joueurs. Le joueur qui va dire, qui va essayer de tricher, qui va s'arrêter pas un mètre avant la ligne. Tu as celui qui va dire, OK, je mets juste le pied sur la ligne parce qu'on m'a dit de mettre le pied sur la ligne. Et tu vas avoir le mec qui va mettre le pied un mètre derrière parce qu'il se dit, je vais faire plus. Et à chaque fois, ce petit mètre que je vais faire en plus, c'est ce qui me permettra de progresser par rapport aux autres. Et, donc c'est ça. À un moment, si on veut être consciencieux, on cherche tous à faire ce petit mètre en plus. Après, c'est peut-être que ça, je ne serai pas une superstar en faisant ça, mais au moins j'aurais tout donné pour y arriver. Ouais, tu parlais tout à l'heure de la notion de ne pas avoir de regrets, justement. C'est un peu ça, hein, c'est l'exemple. J'ai tout donné, j'ai tout mis en place C'est ça. et j'ai fait ma meilleure carrière à moi. C'est peut-être pas la meilleure carrière qui existe, mais en tout cas, je ne peux pas regretter. J'ai vécu ma carrière de la meilleure des manières et de la façon la plus pleine possible, on va dire. C'est ça, comme je dis, c'est vraiment une question de se connaître soi, tu vois, de grandir. Hein, de grandir. J'avais dit ça lors d'une autre interview en disant quand on aime le processus autant que l'objectif, on grandit en tant que personne et, non, et pas seulement en tant que joueur. C'est peut-être plus important parce qu'après la carrière, c'est 10 ans, 12 ans, 15 ans pour ceux qui ont plus de chance. Mais derrière, il y a encore 20 ans, 25 ans de vie professionnelle, plus après, le reste. Mais donc, c'est pas la plus grosse partie de sa vie, tu vois. Donc, c'est juste une étape de sa vie qui permet de grandir pour le reste. C'est ça. Ok, ok, ok. Bon, on arrive à 45 minutes là Donc, d'intervention. On va voir s'il y a quelques questions qui arrivent, et puis dans la minute qui arrive. Et sinon, bah, je te laisserai conclure un petit peu si tu as un message que tu veux passer ou des choses comme ça. Donc, on va voir. Là, il y a encore quelques personnes. Ah, je vois une question. Bah, celle-là, c'est fait. Hop. Voilà. Donc, c'est maintenant, si vous voulez. Bon, écoute, apparemment, tu as été le plus clair possible, je pense. Il y a plus d'autres questions qui arrivent. Donc, je vais te laisser conclure un petit peu si tu as un mot de la fin par rapport à tout ça. Mais on a bien vu voilà, ce qui était un petit peu ton métier, comment on y arrivait. Et puis surtout le cheminement pour réussir en fait sa carrière. Je pense que le plus important là qui ressort de l'échange, de la discussion, c'est que chacun a sa carrière et que c'est le plus important, c'est d'être en adéquation avec justement ce que l'on est et pas l'image que l'on voudrait être. exactement. Il faut être surtout épanoui dans ce qu'on fait, quoi. Et plus on est épanoui, plus on se donne les moyens d'y arriver. Euh, je resterai sur ça pour la conclusion, dire que si on aime ce qu'on fait, on avance. On va tout mettre en place, on va s'entourer des bonnes personnes, on va faire ce qu'il faut au niveau physique, au niveau alimentation, au niveau, euh, comment dire, au niveau je perds mes mots, de l'entourage. Et c'est ça qui va permettre d'arriver là où on veut. Et comme je dis, c'est ça, la carrière, c'est individuel. Même si ton meilleur pote est à tel niveau, c'est pas toi. C'est ça. C'est toi, qu'est-ce que tu fais avec toi-même. C'est surtout ça. Après, bien sûr, hein, avoir des objectifs ambitieux, c'est pas un problème. Mais par contre,
Si tu as des objectifs ambitieux, il faut mettre des choses ambitieuses pour y arriver. C'est ça là où tu risques de regretter, c'est d'avoir ces ambitions et de dire à côté, bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas aller m'entraîner. Demain, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et à la fin, se dire, c'est bizarre, pourquoi j'y arrive pas, quoi. C'est là où tu vas avoir des regrets. Et quand la carrière s'arrête, elle s'arrête. Hein. Il n'y a pas à 35 ans, tu ne te dis pas, tiens, allez, je repars comme en centre de formation pour repartir sur une nouvelle carrière. Quand c'est fini, hop, on passe à autre chose. Et après, il faut être capable de vivre avec ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Très bien, super. Écoute, je te remercie, Alex, merci à vous. Hein. de Merci ta à toi. présentation. Et puis donc pour cette semaine, on a terminé, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis donc la semaine prochaine, on a Johan qui viendra intervenir mercredi, justement sur un petit peu l'évolution d'une carrière d'entraîneur et puis l'évolution de sa pratique d'entraîneur. Voilà, il va partager avec nous son expérience. Et puis Antoine qui viendra nous parler de l'aspect mental, surtout en cette période de confinement, samedi après-midi. Voilà. Merci. À plus tard. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.